Bienvenue à vous. High Income Skills ou alors les compétences à haut revenu. Comment développer des compétences à haut revenu? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cet atelier de Patricia et de ma personne. Cet atelier, on aura trois grandes questions qu'on va aborder ensemble. La première question, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est finalement qu'une compétence à haut revenu ou un High Income Skills? Et de quel type de compétences parlons-nous dans les années à venir? Alors, les compétences à haut revenu, ça n'a rien de nouveau. Ça existe déjà depuis pas mal de temps. Mais la situation actuelle fait qu'il y aura des compétences plus ou moins privilégiées et mises en avant dans les prochains mois et dans les prochaines années. C'est ce point-là qu'on abordera ensemble. On vous présentera finalement ce type de compétences à haut revenu qui seront très demandées ou qui sont déjà très demandées de façon à pouvoir regarder si vous avez ces compétences, si ça vous intéresse de les développer finalement à l'avenir. Deuxièmement, comment faire pour les acquérir, ces fameuses compétences à haut revenu? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Là, on ira dans la partie préférée de Patricia. Ça, c'est son côté vicieux. On ira disséquer le processus. Bon, je l'ai disséqué à un niveau assez simple, donc on n'ira pas vraiment jusqu'au fond des choses, du moins dans les DIA, mais on pourra très bien en discuter et aborder le truc en fonction de vos demandes ou de vos questions à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Comment faire pour pouvoir acquérir ces fameuses compétences à haut revenu? Et le dernier point, la troisième question, on abordera en fait le point de la finance. Combien suis-je susceptible de pouvoir gagner avec ce genre de compétences à haut revenu? Un point qui n'est pas négligeable d'après moi, parce que si on appelle ça des compétences à haut revenu, c'est relatif. Pour l'un, déjà, 5 000 par mois, si on peut les atteindre, c'est déjà beaucoup. Pour d'autres, 10, 15, 20 000, c'est un minimum. Donc, on verra en fait de quoi on parle et comment aborder la question si les compétences à haut revenu ou une compétence à haut revenu est pertinent pour vous. Qui nous regardez ou qui nous écoutez, en fait, comment je peux faire pour finalement savoir si la compétence est vraiment une compétence à haut revenu ou pas. Et là, vous verrez finalement, après avoir répondu à la question 1 et 2, que en fait, ce sera clair si ça peut rapporter des revenus élevés, on va dire, ou pas. Voilà. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Compétences à haut revenu, de quoi s'agit-il et de quel type de compétences parlons-nous dans les années à venir? Alors, premièrement, on va aborder la question « Qu'est-ce que c'est finalement qu'une compétence à haut revenu ?» Alors là, je vous renvoie la question. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence à haut revenu, d'après vous? C'est une compétence qui est rare, Dans quel sens? dans le sens où il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent le faire. D'accord. Et que Là, c'est donc, pareil, c'est relatif, quoi. C'est relatif. ouais, que donc que s'il y a pas beaucoup de personnes sur le marché qui savent le faire, tu peux le vendre plus cher vu que tu es le seul à le faire, quoi. En tout cas, c'est la manière dont je le vois comme ça. Tu penses que la compétence à haut revenu justifie des hauts revenus parce qu'il y en a très peu qui savent le faire? Par rapport à la demande, ouais. Donc, tu penses que le prix a à voir avec l'offre et la demande, en fait, hein? Ça dépend de la stratégie que tu veux opérer. Note-toi-le et on y reviendra plus tard. Ok. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous vient à Ah, l'esprit? moi, je dirais que compétence au revenu, c'est une compétence qui permet d'avoir un retour sur investissement important, ce qui fait qu'on peut imposer un prix plus élevé. Oui, et pourquoi? Pourquoi on pourrait imposer un prix plus élevé, Parce que, d'après toi? parce que la compétence permet de mettre en place des éléments qui ont le potentiel d'avoir un retour sur investissement plus important. Donc, principalement pour une entreprise oui, une entreprise. Mhm. Donc, je pense à la vente haut de gamme, au high ticket closing, ou au copywriting qui potentiellement des compétences qui ne coûtent rien en production, à part du Merci. temps, Ah oui, d'accord. à part du temps et de l'énergie, et qui ont un retour sur investissement financier important. D'accord, donc si Alors, je traduis ça avec mes mots, coût beaucoup moins élevé que la valeur que l'on donne et que l'on perçoit, hein. Mhm. Moi, je mettrais juste un bémol sur ta définition.
Et même chose que Louise, tu te le notes, hein, Mm. ça coûte rien mis à part du temps. Oui, bien sûr. Il y a toujours un coût de toute façon. Non, non, C'est clair. mais le temps, c'est la seule chose, contrairement à l'argent, que tu ne récupères jamais. Ouais. Donc, est-ce que c'est si peu valorisable que ça? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'une compétence, et on va le voir, hein, je ne vais pas rentrer trop dans le vif du sujet, je voulais avoir en fait, ce qui est important pour nous, Patricia et moi, c'est d'apporter de plus en plus l'effet workshop. C'est-à-dire qu'on aura des DIA. Les DIA, aujourd'hui, vous allez voir, il y en a beaucoup moins que d'habitude. Et moi, quand j'ai créé le contenu, finalement, c'est l'approche qu'on a vue avec Patricia, c'est finalement de vous impliquer beaucoup plus dans le live et d'aller creuser dans vos cas, finalement, ce que ça veut dire pour vous. Pour toi, Louise, on en a déjà parlé hier, et pour toi également, Geoffrey, et puis pour toutes celles et ceux qui sont encore à l'écoute en live, de façon à pouvoir s'impliquer et refléter, et c'est le but, c'est l'attente que j'ai envers vous, hein, sur le plan administratif, dans cet atelier, de refléter ce qu'on va vous inculquer, ce qu'on va vous montrer, ce qu'on va vous démontrer, ce qu'on va vous apprendre, et vous communiquer dans votre propre situation. Donc, c'est un miroir par rapport à ce qu'on vous dit. Se poser la question, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça, c'est vachement important, parce que ce qu'on veut éviter, c'est un peu notre leçon apprise par rapport à d'autres ateliers, c'est que vous ingurgitiez tout au long des 4, 5, 6, 7, 8 heures, parfois même, de contenu. Et finalement, après, c'est un amas, c'est énormément de contenu. Et Patricia le dit assez souvent, quand on retient 10% de ce qu'on a pu entendre, c'est déjà bien. Donc, le but, c'est d'aller relier toutes ces informations générales à votre propre situation. Une fois que ce sera fait, ce sera peut-être beaucoup plus facile, moi on l'espère, parce que vous serez identifié à votre situation et vous allez pouvoir faire le lien entre les deux. Ce que me disent Patricia et Mickaël et ce que ça veut dire pour moi. Donc n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à aller creuser dans votre propre situation et nous renvoyer des questions ou des affirmations de façon à ce que Patricia et moi puissent rebondir par rapport à la thématique. Là, pour compléter, moi, je veux bien aussi rajouter que pour moi, quand j'entends compétence à revenu, j'entends aussi compétence à haute valeur, que la valeur reçue est aussi haute. Très bien. Et c'est ça qui me manquait dans vos deux définitions. Bon, Geoffrey l'a dit, mais l'a pas dit. Et Geoffrey, petit clin d'œil par rapport à nos entretiens des derniers jours, c'est le mot valeur qui me manque à chaque fois, chez vous deux. Qui avait dit quelque chose sur ce qui avait répondu à ma question jusqu'à maintenant. Et c'est vachement important de garder toujours le mot valeur. Et la valeur, c'est pas seulement ce que je donne, mais c'est aussi ce que je suis. Le fait, et c'est ce que dit Patricia aussi, et c'est tout à fait ça, le fait de donner votre temps, de votre personne. Il n'y a pas plus cher sur cette terre que de donner de votre temps. C'est pour ça que quand on a un ami ou une amie qui est là pour nous et qui donne de son temps, ça c'est pas mesurable en euros, c'est pas mesurable en dollars. Il n'y a pas d'unité de devise sur cette terre pour aller mesurer la valeur de cette chose, de donner de son temps pour quelqu'un. Et ça, quel que soit le type de produit ou de service que vous proposez ou que vous proposez à l'avenir, prenez toujours l'aspect que vient de partager Patricia, temps. Parce qu'en effet, sur une occasion, vous avez quelqu'un qui arrive et vous vous dites, OK, c'est quelqu'un ça peut devenir un key account. Un key account, c'est un client clé. Un client clé, c'est quelqu'un qui va vous ramener du volume. Et à quelqu'un qui va vous ramener du volume, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, si vous en avez l'envie, ou si la personne négocie dans les objections parce que vous dit oui, mais j'ai l'intention de te ramener énormément de volume, je te ramène par exemple 250K, donc 250 000 euros de travail et de prestations par an. C'est possible que la personne vous dise de négocier. On peut négocier un budget financier. Si vous le souhaitez, c'est vous qui êtes aux commandes. Par contre, on ne peut pas négocier le temps. Si on vous dit « j'ai besoin de toi en soirée », alors que vous savez très bien, par exemple Patricia et moi c'est le cas, que vous avez des routines en famille, des routines avec vos enfants, des routines avec votre mari ou votre femme, que vous avez des routines pour vous personnellement et que vous allez négliger cela pour de l'argent, pour un client, à vous de vous poser la question, est-ce que vous allez aussi loin? Et ça, c'est vraiment la notion de valeur qui est importante de comprendre dans cet atelier, mais surtout dans le business. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, Mickaël. Alors, merci pour votre retour. Donc, on va voir ensemble ce que c'est qu'une compétence à haut revenu. C'est déjà un bon départ, mais il y a un peu plus derrière, vous allez voir, surtout en ce moment, par rapport à la situation.
Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a Hmm. vraiment comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Va à Ah non, l'école, ça c'est mon rôle d'habitude. va à l'école et un diplôme, trouve un emploi sûr, monte l'échelle hiérarchique, travaille pendant minimum 40 ans et tu pourras ensuite aller en retraite, avoir du bon temps et savourer la vie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce que ça vous rappelle Mensonge. quelque chose? Mensonge. Une arnaque mondiale. Ouais, c'est clair. À de plus petite échelle que le corona. Hein. Ouais. Bah, je pense que le corona a été inventé justement pour cacher celle-ci, quoi, pour dissimuler celle-ci. Non, par contre, ce qu'on a vu, ce que le corona a montré avec le retour de l'interdiction de l'instruction en famille, c'est que c'est un magnifique outil de propagande. Tout à fait. C'est un magnifique outil de moulage, l'école. Moi, je Pour moi, trouve c'est- que le salariat, en fait, je trouve que c'est ne pas s'attribuer de la valeur, en fait. C'est-à-dire que on a un emploi, ok, on a un rôle dans une entreprise, on a une certaine valeur quand même pour l'entreprise parce que l'entreprise a besoin de nous, mais au final, on reçoit une somme à la fin du mois, mais elle n'est pas représentative de la valeur qu'on est. Donc en fait, c'est ne pas se respecter. Je veux dire, je trouve que c'est ne pas se respecter et de ne pas reconnaître la valeur qu'on a en fait. Donc c'est une arnaque. Je comprends. Je suis tout à fait d'accord avec ta définition, Geoffrey, enfin ce que tu viens de dire. Mais ça revient aussi au fait que tout ça c'est voulu, on est bien d'accord, et qu'en fait c'est un préformatage dès l'enfance. Je vais y revenir en fait, et c'est tout à fait ça, mais je vais y revenir dans les prochaines diapos. On aborde exactement la même affirmation et la même analyse. Et ce qui est important dans cette phrase, justement, c'est de reprendre les éléments. Et j'aimerais bien revenir sur les paramètres. Alors, ça peut paraître technique, mais il y a des mots-clés là qui, justement, sont observés par rapport à la situation. Alors, compétence au revenu par rapport à ce que je viens de vous dire comme citation. Quand on vous dit aller à l'école, on constate assez rapidement que le système éducatif est obsolète. Obsolète d'une part et fait de telle sorte que le système scolaire, c'est vraiment une œuvre du 19e siècle. Et la plupart des éléments, alors déjà l'approche n'a pas beaucoup évolué depuis et le contenu n'a pas évolué depuis. Après, l'éducation nationale dirait peut-être le contraire, mais je ne suis pas du tout d'accord avec la manière et l'approche dont les choses sont faites dans le milieu de l'éducation. Patricia, tu voulais dire quelque chose ou... Non, rien, c'est bon. D'accord. Tu l'as dit, donc je ne dis rien. Je t'entends pas, Olivier. Ouais, Attends, faut que tu mettes. Voilà. C'est fait. Oui, donc je voulais dire que c'est même pire puisqu'il y a une dégradation. Si on reprend les cours de 1920 par rapport à aujourd'hui, en fond et en forme, il n'y a rien à voir. Ah non, c'est clair. Et je défie un bachelier mention bien d'avoir son bac de 1920. Oh mon Dieu. Non, mais Louise, c'est dramatique. Moi, je vois mon gamin qui est en CM1. Alors, je lui ferai pas l'affront d'aller ressortir mes cahiers de CM1. Mais à la fin du CP, on savait ce qu'était une analyse logique et une analyse grammaticale. On savait où était le sujet, le verbe et le complément. Il est en CM1, il commence simplement les analyses logiques. Moi, je suis dingue. C'est la base du français. Par contre, on peut savoir qu'au ministère, il y a le con, mais on n'a pas encore trouvé le plément. Ça, il y en a beaucoup des cons, hein, et c'est les pléments qui manquent souvent. Dans les ministères, c'est plein de cons, ça. Puis alors, on en a un là qui est Dr Mengele en puissance. Hein. Putain. Bah justement, quelque part, hein, Monsieur Macron, quels que soient ses défauts, est le plus pur produit de l'éducation orientée d'aujourd'hui. Ouais, Attends, donc faut coucher avec sa prof de français pour devenir président. D'accord, ça c'est une info que je vais donner à mon fils. Le français, une prof de théâtre, c'est un acteur. Théâtre, pardon. Ah oui, c'est un acteur. Il récite un script et il le fait globalement bien. Que le script soit débile, il s'en fout. Oui, de toute façon, quand t'es drogué, t'es pas capable de comprendre grand-chose. Bon, de mon point de vue, c'est pas non plus une réussite par rapport à sa prof, hein, puisqu'on l'a retrouvé en partie fine avec des mecs. Ouais, c'est vrai qu'il a des tendances. Bon, on va revenir à notre contenu avant que ce soit
avant que ça dérive sur un atelier SM. Mais tu vois, Geoffrey, ça confirme ce qu'on te disait. Alors, pour te situer, Olivier, il décrypte absolument toute l'actualité avec une finesse hors norme, on va dire. Oui, oui. J'avais assisté à un live où j'avais vu la rediffusion d'un live, je sais plus, mais j'avais vu Olivier et ça m'a fait sourire dès qu'il a pris la parole parce que je vois cet esprit d'analyse comme ça de l'actualité, des choses. C'est À un humble niveau, mon mur Facebook est prêt, si tu veux, en attendant que mon blog sorte. Lequel devait d'ailleurs sortir il y a 10 jours. Oui, je sais. Et on attend toujours certains documents. Enfin, ceci est une parenthèse. Tu as tout à fait raison et on en reparlera quand tu veux. Voilà, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Non aller à l'école, le système éducatif est obsolète. Il y a beaucoup de choses qui, finalement, on vient de le dire, ne sont pas. Enfin, le niveau, en tout cas, a diminué, on est d'accord là-dessus. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir un diplôme. Il y a de moins en moins de valeur, parce que c'est vrai que, finalement, tout ça, c'est juste une analyse par rapport à la thématique du jour. Je ne suis pas venu, le but, ce n'est pas d'aller constater dans un environnement général, mais en relation. Donc, mettez les informations en relation avec la définition qui est nécessaire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est finalement qu'une compétence à haut revenu? Et d'avoir un diplôme, ça a de moins en moins de valeur et ça a de plus en plus le côté je te mets dans une fonction, donc ça revient à ce que disait Geoffrey, qui finalement est une fonction qui va me mettre dans un cadre. Donc en fait, on le voit dans les grandes entreprises, les grandes multinationales, les grandes PME, on vous met finalement dans une case où vous êtes séparés par des petits murs qui sont à 1,50 m. Et c'est des cases, en fait, on nous met dans des cases, dans des tiroirs, comme on dit finalement, pour pouvoir justifier en fait notre lieu de travail. Ensuite, d'avoir un emploi, c'est de plus en plus difficile. Grimper l'échelle, les sociétés font faillite ou se restructurent trop vite. Donc, le principe de vouloir grimper l'échelle, c'est pratiquement impossible, surtout au niveau de la même société. Les sociétés changent, il y a de moins en moins d'employés, on va le voir ensuite, etc., etc. Ce qui fait que ça devient de plus en plus en fait une partie de Jumanji, on va dire. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Jumanji, mais ça devient très, 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 très difficile. Et ensuite, travailler 40 ans dans la même boîte, on sait très bien que les industries, les secteurs et les domaines d'activité d'entreprise changent trop vite pour finalement se permettre et s'autoriser de pouvoir travailler 40 ans dans la même boîte. Et puis, cette fameuse retraite pour laquelle nous bossons tous depuis des décennies, eh bien, la sécurité de toucher sa retraite ou son épargne finalement en fond, parce que quand on voit à quoi servent nos cotisations mensuelles et annuelles, mais en fait, il y a de la subvention transversale. On prend l'argent de gauche pour aller financer des trucs à droite, qui nous dit que finalement, et que ce soit même au niveau des caisses de retraite privées, que l'argent sera encore là quand on ira en retraite. Alors, pourquoi j'en arrive à ça? Pour finalement, on va y arriver peu à peu. En fait, je suis en train de vous dire que d'oublier simplement le normal, parce que c'est le normal qu'on nous inculque depuis des années. Moi, cette phrase, c'était ma question du avant, cette phrase, je l'ai souvent entendue dans ma famille ou dans mon encadrement ou dans mon environnement en étant jeune. L'école, ça n'a jamais été un truc pour moi. J'ai toujours été différent par rapport au reste à ce niveau-là, entre autres. Et souvent, on m'a répété cette phrase. Et cette phrase, je n'y ai jamais cru. Je ne savais pas pourquoi et ça a été toujours de plus en plus clair au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que je comprenais comment fonctionnait le système. Et il y a beaucoup d'éléments comme travaille bien à l'école, sois fidèle à ton entreprise. Parce que c'est vrai que nos parents, nos grands-parents, très souvent, moi je le vois même sur le marché allemand, c'est exactement la même chose. J'ai des gens dans mon environnement qui ont passé 30, 40 ans dans la même boîte. Qui, à l'heure actuelle, a l'intention de faire la même chose? Qui, à l'heure actuelle, peut se permettre de dire qu'il fera la même chose? Et pour moi, ça, c'est, et je vous le dis, oublier le normal qu'on a pu nous inculquer depuis la maternelle. Et c'est tout à fait ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Alors, ça veut dire quoi, oublier le normal? Eh bien, oublier l'ancien normal. Et maintenant, je vais vous présenter le nouveau normal. Alors, le nouveau normal, et attention, tout ça repose sur une simple analyse. Donc, il reste une thèse. Il y aura certainement une synthèse et une antithèse par rapport à ça. Bon, j'évite d'être trop complexe dans mon analyse, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des tendances. Et quand on analyse un petit peu, c'est ce que fait Patricia, c'est ce que fait entre autres Olivier de manière professionnelle. Patricia le fait parce qu'elle a la capacité, la compétence
Et ça, c'est même une compétence à haut revenu également. Donc, ça vous montre finalement ce que c'est que la définition du compétence à haut revenu. C'est le fait de pouvoir prendre plusieurs pièces du puzzle, de les mettre ensemble et d'avoir une image. Alors, vous n'aurez peut-être pas l'image finale, ça dépend du niveau de compétence que vous avez, mais finalement, ça vous permet d'éviter d'être BFMisé, on va dire, par l'information. Et voir le nouveau normal, il y a des tendances, il y a une optique, une direction, un objectif qui est en train de se mettre en place. Et là, attention, je ne vous parle pas de la crise du Covid, je ne vous parle pas de la crise financière qui est en place, je vous parle simplement des tendances qui sont en place depuis quelques années et qui ont été accélérées par le mouvement en ce moment. Alors, de quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, et jusqu'à peu, on était vraiment dans une économie de l'emploi. Ça revient à ce que tu disais, Geoffrey. Le modèle dans lequel on essaie de nous mettre par l'éducation, c'est une économie de l'emploi. Donc, ça revient à la définition de ce que je viens de vous donner. Va à l'école, et un bon diplôme, trouve un bon emploi, monte la chaîne hiérarchique, travaille-y dans cette entreprise pendant 40 ans, et ensuite, tu vas pouvoir savourer ta retraite. Le seul et unique problème, c'est que beaucoup qui ont déjà fait le travail avant nous arrivent en retraite, touchent très peu, si ce n'est rien, malgré le fait qu'ils aient cotisé toute une vie. Après, tout dépend du niveau de cotisation. Moi, je l'ai vu avec mon père. Bon, il est juste mort quelques mois avant la retraite. Hein, ce genre de choses qui vous mettent une claque dans la figure. Bon, mon père est à son compte. Il a été pendant plus de 35 ans. Mais ceci dit, il a quand même cotisé pour sa caisse de retraite. Et ça, vous voyez, ce sont des éléments qui font que… Et maintenant, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez des exemples dans votre entourage qui justement viennent dissocier cette analyse, l'économie de l'emploi? Je vous écoute. Ma mère, ça fait depuis ses 22 ans qu'elle est dans la même boîte. Elle va avoir 58 et elle n'a pas changé. Et pourtant, elle est hyper active. C'est pas quelqu'un qui non plus aime la routine. On en a parlé même hier. Elle me disait, pourtant, je sais que je suis assez, je reste dans mon boulot, mais pourtant, dans ma vie, tout le reste est hyper actif. Elle fait beaucoup de sport, elle fait beaucoup de déco, il y a toujours des travaux à la maison, toujours. Mais elle est dans le système de l'emploi, quoi. Et depuis combien de temps, tu disais? Eh ben, ça fait de ses 22, 23 et là, elle a 58. Donc, en fait, si on analyse… après, ce n'est pas un jugement, Geoffrey. Hein, c'est juste non, mais Et comme on disait, simplement utiliser ses compétences analytiques. Allez, un petit clin d'œil à la compétence à haut revenu. Compétences analytiques. On l'a tous plus ou moins. Eh bien, tout simplement, c'est que le temps, la répétition a créé des routines, des habitudes qui ont fait que finalement, on reste dans le même environnement et on y trouve finalement des éléments qui viennent accentuer son point de vue. Même si c'est un point de vue biaisé, parce qu'au fond de soi, bien souvent, et ça, on l'a tous rencontré, on rencontre de plus en plus des gens qui disent être malheureux, être insatisfaits avec la situation, mais qui ne vont pas aller au-delà de leur zone de confort finalement pour faire le premier pas et oser changer la situation. Alors, je ne parle pas de la situation de ta maman, hein, Geoffrey, je parle simplement en général. Et là, dans la situation, on voit bien que 28 ans, tu disais. Hein. Pardon ? 28 ans, tu disais. Hein, ça fait plus de 28 ans que ta maman est dans la même boîte. Hein. Je ne suis pas très fort en maths, je vous avoue. Ça fait de 22, 23, ouais, donc jusqu'à 5. Ouais, là, elle va faire 58. Ouais, donc ça fait 25 ans. 25 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Et 25 ans, voilà, il y a je veux dire, c'est… Après, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut séparer en fait le milieu de l'emploi, le milieu du salariat avec le milieu de l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général et sur cette planète, depuis l'industrialisation, on a une économie de l'emploi qui fait finalement qu'en créant une grande industrie, une grande chaîne de production, une grande chaîne de services, on a besoin de la main-d'œuvre humaine. Et ça, c'était à la création et à la révolution industrielle. On l'a vu, par exemple, prenons des grands exemples comme Ford, Henry Ford avec ses chaînes de production, c'était une chaîne humaine. Hein, c'était une chaîne industrielle où au début de la chaîne jusqu'à la fin, il y avait essentiellement des humains qui manipulaient des outils. C'était de la mécanique. Avec le temps, on est passé de la mécanique à de l'électronique ou de la semi-électronique, donc du semi-automatisme. Et de plus en plus, on arrive dans un systémique
Donc une systématisation qui finalement amène une automatisation et une systématisation de nos chaînes de production et des chaînes de services. Automatisme, système. Deux mots importants, je vous demanderai de les noter. Noter. Système, automatisme. Et la situation fait que… Et ça, je vais juste faire une parenthèse, ça touche bien plus que l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle a amené une capacité d'analyse donc qui va permettre la mise en place du système et de récurrence qui va mettre en place le côté automatique, y compris dans des métiers littéraires. Qui normalement avaient besoin de l'être humain. Je vais vous donner un exemple concret. La traduction, est typiquement en train de tomber dans cette catégorie parce que on a via l'industrie. Alors, faut partir du principe que les choses sont jamais faites avec malveillance au démarrage, mais leur usage extensif on fait qu'on tombe dans un détournement de ce qu'il faut. Et si on prend les premiers logiciels de traduction qui découpaient ligne à ligne, on a fait entrer dans la tête des gens que dans chaque langue, une ligne équivalait à une ligne dans une autre langue. Ce qui, pour ceux qui parlent, et je sais qu'on est plusieurs ici, plusieurs langues, savent que c'est de la pure hérésie. Parce qu'on peut traduire une idée dans un paragraphe, restituer la totalité, mais ça ne veut pas dire qu'on est sur du 1 pour 1. Et le fait d'avoir segmenté les langues en 1 pour 1 fait qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont de plus en plus capables de traduire des textes techniques. Je vais le dire, il ne faudrait pas que certains des clients le sachent, ils feraient des bons. Mais aujourd'hui, Google, alors j'avais commencé, quand Google a commencé à mettre ça en place, c'était en 2005, je crois. Les traductions ne voulaient strictement rien dire. Aujourd'hui, sur un texte de 1500 mots, d'une technicité moyenne, 1500 mots, c'est pour un traducteur expérimenté, c'est une demi-journée de travail. Aujourd'hui, un texte de 1500 mots, je le googleise et je le relis. Je passe à 1 heure de travail. Vous dire à quel point Google a amélioré les choses. Est-ce que je peux vous montrer une petite image de clip sur le sujet? J'espère que vous voyez bien. Par contre, c'est de travers. Non, c'est de travers, Iloane, j'allais dire. Non, Olivier. Attendez. 90 degrés vers la droite. Iloane, c'est mon fils. C'est parce qu'il s'habille toujours à l'envers. C'est pour ça. Est-ce que là, c'est bon? Ah, c'est pas assez gros. Est-ce que tu peux nous faire une photo et nous l'envoyer à Michael, il la diffusera. D'accord, je lui envoie de suite. Merci. Et Patricia, pour l'anecdote, c'est vrai que j'ai vu beaucoup les moteurs de recherche améliorer énormément leur système de traduction. Pour avoir été en fac d'anglais, d'espagnol, où on faisait de la traduction en fait de texte anglais. Et avant, c'était impossible de prendre un texte et de le sortir comme ça sur le logiciel. Aujourd'hui, je trouve que je peux mettre des textes et ils le traduisent vraiment bien sur Google. Bien sûr. C'est impressionnant. Ah, mais ça m'est même arrivé un jour où Laurent m'a vu me décomposer. Il m'a dit, c'est pourquoi tu fais ce texte-là? Mais je lui ai dit, putain, le moteur de recherche a trouvé un truc que moi, j'aurais pas trouvé. Une formulation qui était tellement franco-française. Et là, tu dis, waouh, on a du souci à se faire. Parce qu'ils ont capté cette partie analytique. Ouais, d'accord. Ouais, c'est sûr que souvent, tout ce qui concernait les expressions idiomatiques, etc., c'était impossible de traduire via le… C'était ça. Et aujourd'hui, ça le devient. Eh ben, oui. Ça va vite. Hein. J'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Patricia, parce que c'est une très bonne base pour vous expliquer vraiment un des fondamentaux de la compétence à haut revenu. Pour cela, j'ai arrêté le partage et on va utiliser quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors, je vais essayer, non? If you try, you fail, hein, Patricia? Je te remercie, Olivier. Je vais juste
finir ce que je voulais faire et après on revient à ton image. Ce que je voulais dire finalement et ce que je voulais mettre en avant, donc c'est un tableau blanc et je vais essayer de le mettre en croquis, parce que je fais ça par rapport à une tablette. Hein. Alors, je vois dans le cas que vient de dire Patricia, il y a la compétence. Hop là, si j'appuie sur le bouton en même temps, oups. Il y a la compétence de savoir se servir de l'outil. Ouais. J'ai appuyé sur le bouton en même temps. Vous voyez, c'est un petit stylo. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit bouton et si tu appuies sur le bouton, bah voilà, tu tiens un trait. Ah oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la... Putain, j'ai du mal. Alors, on a d'un côté la compétence opérationnelle. Je ne sais pas si vous arrivez bien à me lire. Oui. C'est pas évident d'écrire avec ce genre de stylo. Sur le tableau blanc, tu peux aussi utiliser le clavier. Hein. Sur le tableau de Zoom. Ouais. C'est le tableau blanc. Ouais. Alors, attends, je vais essayer. Je crois qu'en haut, tu peux sélectionner un texte et tu peux après. Ah ouais, parfait, ouais, voilà. Ah ouais, tu vois, merci. Ah bah voilà. Louise. Ah. Voilà, on a d'un côté la compétence opérationnelle. Est-ce que je peux rajouter un texte? Ah voilà. Ouais, voilà. Et de l'autre côté, on a la compétence technique. Et alors, dans ce que vient de dire Patricia, finalement, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Est-ce que je peux déplacer mon texte? Oui, tu peux le sélectionner. Il faut que tu sélectionnes la... Voilà. Et alors, ce que je vais dire, je te remercie, Louise, c'est qu'entre les deux, il y a un combat permanent sur le marché. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, entre ces deux éléments-là, il y a un combat permanent sur le marché. On s'est rendu compte, finalement, c'est toutes les boîtes d'analyse et de statistiques qui se sont rendues compte que finalement, il y a un énorme fossé entre la compétence opérationnelle du domaine dans lequel on est et la compétence technique. Qu'est-ce qui s'est passé au départ quand on était dans le milieu de la traduction? Et ça, c'est dans tous les milieux, c'est pas seulement dans le milieu de la traduction. Moi, je l'ai vu parce que on a finalement accompagné pas mal de sociétés PME multinationales dans différents domaines. Bien souvent, et c'est la grande problématique à l'heure actuelle, c'est que finalement les gens... Ah. Olivier, tu peux mettre ton micro s'il te plaît sur muet? Attends, je l'ai fait. Ouais. Allez. Merci. Ce que je voulais finalement dire, et je vais arriver un peu plus vite au but, c'est que dans l'exemple de Patricia, elle disait, ben voilà, au départ, il y a des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat, qui ont eu une idée. C'était des gens peut-être qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat ou qui se sont rendus compte qu'il y avait une idée et qui se sont lancés. L'idée est la même derrière tout cela. L'idée de se lancer ou de créer une nouvelle idée. Apparemment, ces gens-là avaient plus de compétences techniques que de compétences opérationnelles. Et c'est souvent la problématique et c'est ce que je reprocherais à beaucoup de gens, c'est que finalement, beaucoup se disent on est capable finalement, nous, d'aller créer un outil qui va venir, qui soutient la profession. Donc, ces gens-là créent finalement un outil qui va venir soutenir la profession. Mais finalement, ces gens-là ont très rarement la compétence opérationnelle. C'est-à-dire que si ces gens-là, à l'époque, avaient fait appel à des professionnels comme Patricia, ces gens-là auraient pu bénéficier finalement, quand on y réfléchit, de l'aide. Voilà. Ces gens-là auraient pu apporter la compétence opérationnelle à la compétence. On aurait créé un outil qui soutenait la profession beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de manière professionnelle, et il y aurait eu toute la nécessité, toute la compétence, c'est ce qu'on appelle des compétences dures, donc des compétences du milieu, le savoir-faire, qui aurait été finalement reversé et impliqué dans la compétence ou les compétences techniques du créateur de logiciels. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Regardez, il y a certaines marques de poussettes, nous on l'a vu quand on a eu notre enfant, certaines marques de poussettes qui faisaient des produits design super géniaux, mais au niveau de comment ça se dit, utility et usability en français.
de l'utilité et de l'utilisation de l'ergonomie. Voilà, ergonomie, utilisation. Et là, bien souvent, on se rend compte que souvent, ce ne sont pas des parents qui ont créé ces produits-là. Donc, ce n'est pas pratique pour des parents, finalement. Le produit est génial, il a de la gueule, mais finalement, on se rend compte que derrière, il y a eu très peu de questionnements au niveau des utilisateurs. Et c'est là, justement, qu'il faut se poser la question. Et finalement, quand on réfléchit, imaginez-vous maintenant être avec des compétences opérationnelles et que vous avez une société, une boîte qui arrive et qui dit ah bon, on va remplacer la compétence humaine par une compétence, on va dire, automatisée, une compétence automatique ou une compétence systémique. Donc, un système ou un logiciel ou un outil qui va venir remplacer l'humain. Mais si l'humain n'implique pas ses compétences et son savoir-faire dans cet outil ou dans ce logiciel, eh bien, en fait, vous allez avoir autre chose que ce qu'on a l'habitude en fait, de recevoir comme résultat ou comme valeur. Regardez, finalement, moi, je me suis pris la tête cette semaine. J'étais en ligne avec un centre de télécommunications de support. Un centre de support pour mon tarif. Ah putain, j'ai du mal. Ma boîte de télécommunications, finalement, parce que mon routeur est tombé en panne et j'ai passé plus de 10 minutes à essayer d'expliquer à cette putain d'automatisme en ligne pour leur dire ce que j'avais comme problème. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu tombais directement au call center. Je ne sais pas comment ça se dit, Comment ça se dit call center? Centre d'appel. Centre d'appel. Et là, tu avais directement une personne. Maintenant, tu as tout un automatisme avec si vous avez telle ou telle problématique, appuyez sur le 1. Si vous avez telle ou telle problématique, appuyez sur le 2. Et ça ne fonctionne pas correctement. Donc, pour les gens qui sont habitués finalement à avoir quelqu'un en face de soi, qui arrivent dans un semi-automatisme, on pète les plombs. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez les compétences, comme disait Patricia, elle avait les compétences, elle s'est rendue compte finalement qu'il y avait des choses qui avaient été impliquées dans l'outil qui finalement n'auraient pas eu lieu d'être. Mais ça, seuls les professionnels peuvent s'en rendre compte. Seuls les gens avec des compétences à haut revenu pourront s'en rendre compte. Et c'est pour ça que la compétence ne devient pas un élément primordial, mais juste un élément secondaire, alors que finalement, il n'y a rien de plus important que la compétence, qu'elle soit technique ou qu'elle soit opérationnelle. Est-ce que vous voyez ce que je voulais dire par rapport à ça? Allô? Oui, oui. J'aurais coupé le sifflet à tous parce qu'il faisait du bruit. Ah, d'accord. Désolée, j'étais en train de… Non, c'est pas grave. Du coup, oui, et en parlant de cette espèce de standardisation-là d'automatisme, par exemple, sur les standards téléphoniques, ça devient horrible en fait parce que tu peux même pas t'exprimer. Des fois, le robot, il comprend pas ce que tu recherches. Donc, il y a aussi une déshumanisation, je trouve, du service. Là, surtout le service client, je trouve que c'est pas top, quoi. Et là, c'est un appel à toutes celles et tous ceux qui regardent cet atelier, maintenant en live et ensuite en replay. Posez-vous la question dans votre domaine, dans votre secteur, dans votre industrie. Comment vous pouvez finalement remédier à ce manque que vous ressentez ou que vos clients ressentent? Je vais vous donner l'exemple concret sur la traduction. Le biais, on va dire, pour contrecarrer la prise en main, on va dire, par les ordinateurs, quelque part, par l'intelligence artificielle, de certains pans complets de la trad, c'est de trouver une niche. Moi, ma niche a toujours été celle de l'urgentisme hospitalier. Je me suis développée sur la Suisse parce qu'il y avait des besoins. Donc, qu'est-ce que vous savez faire qui va répondre à un besoin et qu'un ordinateur ne peut pas compenser? Aujourd'hui, aucun ordinateur n'est capable, en temps réel, de traiter un rapport émis par l'AREGA, qui est le service urgentiste suisse qui intervient sur les accidents, en temps réel, pour une transmission en temps réel, donc le temps que l'hélico transporte le décès de Genève, par exemple, à Zurich, parce que les cantons fédéraux, enfin les cantons suisses, ont chacun leur spécialité en termes d'hôpitaux. Et c'est pas parce que tu as un accident à Genève que tu vas être transféré à Genève.
Et donc, on a ce temps-là pour traduire les événements. Et ça, aucun ordinateur n'est en mesure de le faire en garantissant la vie de la personne derrière. Alors, c'est très spécifique. Mais comme justement c'est très spécifique et qu'il y a un enjeu vital derrière, il y a une compétence qui se vend très cher. Et là, ça revient à ce que disait Louise tout à l'heure. Mais tu vois, Louise, tu l'as amené autrement. Là, Oui. tu as besoin d'un changement de paradigme. Tu as besoin d'un changement de paradigme. Parce que, comme vient de l'expliquer Patricia, ça a du sens. Par contre, comme tu le disais, attention, c'est sans jugement, Louise, tu me connais. Oui, bien sûr. C'est que tu as amené la chose en disant, puisqu'il y a très peu qui le font, je peux me permettre de demander non. C'est parce qu'il y a une certaine complexité, il y a un certain risque, et ça veut dire que beaucoup se disent non, moi je ne fais pas. Oui, je comprends. Oui, parce que là, il y a un gros risque. Enfin, je trouve que c'est… tu sais, je ne fais pas parce que je ne sais pas. Par contre, il y a une tendance depuis quelques années, alors on va appeler ça un peu le côté kamikaze de certains et de certaines personnes, et ça n'a rien à voir avec la jeunesse, mais la situation fait que puisqu'on nous vend de plus en plus un résultat plutôt qu'un processus, beaucoup se disent oh ben, puisque le résultat, on me l'a vendu facilement, parce que beaucoup ont une grande gueule, et puis disent ouais, tu suffit juste de faire ceci, cela, tu n'as rien de faire, tu t'allonges, et c'est un peu comme au massage, tu savoures. Et puis en fait, tu savoures la réussite entrepreneuriale. C'est là où je voulais en venir. Et attention, beaucoup ne vous vendent que le résultat. Personne de ces gens-là ne vous vend le processus. Alors c'est sûr que c'est alléchant. C'est plus simple. C'est plus simple. Bien souvent parce que ces gens-là n'ont pas encore vécu le processus. Donc ils ne peuvent pas vous dire ce qui s'est passé à la gare alors qu'ils sont montés en route. Par contre, quand vous avez attendu 1 ou 2 heures à la gare avec votre train, vous savez très bien ce qui s'est passé à la gare. Et ça ne s'apprend pas. Ça ne s'achète pas, je veux dire. Ça s'inculque avec le temps. Et la compétence, c'est exactement le même état d'esprit qu'il faut avoir.